Prends ton enfant et va te perdre où tu veux. A hurlé mon mari au tribunal pendant le divorce. Mais dès que le juge a annoncé mon héritage, toute la salle d'audience est tombée dans le silence. Prends ton morveux et fous le camp d'ici. Daniel a aboyé si fort que sa voix a résonné sur les murs écaillés de la salle d'audience et a même fait tressaillir le greffier indifférent. Je me suis assise sur la chaise dure et grinçante et j'ai regardé l'homme avec qui j'avais vécu pendant 26 ans. 26 ans. C'est plus de la moitié de ma vie. Je connaissais chacune de ses habitudes, chaque ton de sa voix, chaque geste. Je me souvenais de la façon dont il aimait son café du matin avec 2 cuillères de sucre, de la façon dont il plissait le nez quand quelque chose n'allait pas, de la façon dont il riait il y a longtemps, quand nous étions encore jeunes et heureux. Maintenant, un étranger se tenait devant moi. Daniel se dressait au milieu de la salle d'audience, rouge de colère, et je pouvais presque sentir les vagues de son mépris. Son costume lui allait parfaitement. Bleu foncé, chair, clairement taillé sur mesure avec une chemise blanche impeccable et une cravate bordeaux. Les boutons de manchette de ses manches brillaient à chaque mouvement, des mains manucurées, une coupe de cheveux à la mode, un léger bronzage, comme s'il venait de rentrer d'un complexe hôtelier, ce qui était très probablement le cas. À côté de lui, sur le banc des spectateurs, était assise elle. Alina. Je connaissais son nom, bien que j'aurais préféré ne pas le connaître. Jeune, peut-être 30 ans, dans une robe vert émeraude moulante. Elle me regardait avec cette expression indubitable. J'ai gagné. Tu as perdu. Ses lèvres se sont courbées en un léger sourire. Pas de jubilation, pire. Condescendant, comme si elle regardait une rivale pitoyable et vaincue qui ne valait même pas la peine de se battre. La juge, une femme d'une 50aine d'années avec un visage fatigué et un chignon serré à l'arrière de la tête, a levé les yeux de ses papiers. Ses lunettes à monture fine avaient glissé sur son nez, et elle les a remises en place d'un geste habituel. Monsieur Collins, je vous demande de maintenir l'ordre dans cette salle d'audience, a-t-elle dit d'un ton égal et froid, celui utilisé par les gens qui avaient vu des centaines de divorces dans leur vie. Asseyez-vous. Une autre explosion comme celle-là, et je vous ferai expulser. Daniel s'est assis mais ne s'est pas calmé. Il s'est penché en arrière sur sa chaise avec l'air de quelqu'un qui venait d'être injustement réprimandé, alors qu'il avait complètement raison. Ses yeux me fixaient, lourds, pleins de cette fureur moralisatrice, comme si j'avais détruit notre famille. J'avais triché. C'était moi qui lui avais jeté ces mots au visage il y a 3 mois. Je pars. J'ai 39 ans et je ne vais pas passer le reste de ma vie avec une poule de basse-cour. C'est comme ça qu'il m'appelait, une poule de basse-cour. Milindu, il y a 30 ans, avait été une fille mince avec une longue tresse et des rêves de grand amour. Son avocat, un homme lisse à lunettes et un superbe costume 3 pièces qui dégageait une odeur d'eau de Cologne chère même à plusieurs mètres de distance, a feuilleté ses papiers avec la confiance de quelqu'un qui savait déjà comment cela se terminerait. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Daniel, hochant la tête, lui tapotant l'épaule comme pour dire « Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. On la mettra en pièces en un rien de temps. » Et moi? J'étais juste fatigué. Fatigué de ces 3 mois de guerre, de voyages sans fin dans des bureaux, d'audiences, de voisins chuchotant sur mon divorce dans mon dos. Fatigué de la façon dont l'homme à qui j'avais donné les meilleures années de ma vie me regardait maintenant comme si je n'existais pas, comme si je n'avais jamais existé. La greffière du tribunal, une femme mince d'une 40aine d'années, aux cheveux délavés attachés en queue de cheval, tapait d'un air monotone sur un vieux clavier, enregistrant chaque mot. Le cliquetis des touches remplissait le silence, créant un rythme nerveux. La pièce sentait l'institutionnel, l'air vicié, la poussière, l'humidité, quelque chose d'acide. Les radiateurs fonctionnaient à peine alors que c'était novembre et que l'automne humide de Seattle régnait dehors. Les murs étaient peints d'un beige terne, la peinture s'écaillant par endroits pour révéler du béton gris. Un lustre usé était suspendu au-dessus avec seulement 3 de ces 5 ampoules encore en état de marche. À côté de moi était assise mon avocate, Martha Johnson, une amie de mon ami Tammy, qui travaillait comme directrice adjointe d'école. Une femme modeste d'une 50aine d'années avec un visage doux et des yeux bienveillants, vêtue d'un simple tailleur foncé qui avait clairement connu des jours meilleurs. Sa mallette était cabossée, les coins fissurés, le faux cuir s'écaillant. Mais Martha faisait de son mieux. Elle étalait ses papiers, soulignait des choses, griffonnait des notes dans les marges, se penchant parfois vers moi pour me chuchoter des mots d'encouragement. À côté de l'avocat de Daniel, nous ressemblions à David contre Goliath. En fait, pire. Nous semblions condamnés.
J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à Daniel. Il était assis là, penché en arrière sur sa chaise, la jambe croisée sur l'autre, faisant défiler son smartphone cher. Il ne faisait même pas semblant de s'en soucier. Pour lui, c'était déjà fini. Son avocat lui obtiendrait tout. L'appartement que nous avions acheté il y a 10 ans avec mon argent, la maison du lac près de Bellingham, sa part dans l'entreprise de construction, et j'aurais les restes. Peut-être une pension alimentaire pour notre fils. Bien que James ait eu 18 ans en septembre, il était légalement un adulte maintenant, libre de choisir où vivre. James était là aussi, assis derrière moi. Je pouvais sentir sa présence, de la façon dont seule une mère peut sentir son enfant sans le voir. Grand, mince, portant sa vieille veste et son jean, un sac à dos à ses pieds. Un étudiant de première année à l'université de Washington, étudiant l'informatique, un garçon intelligent et gentil. Quand son père est parti, il m'a dit « Maman, je suis avec toi, toujours ». Ces mots avaient été la seule chose qui m'avait empêché de m'effondrer complètement. « Votre honneur », commença l'avocat de Daniel d'un ton soyeux et sirupeux, se levant de sa chaise et s'avançant. Il parlait lentement, délibérément, comme s'il s'adressait à un public plutôt qu'au juge. Mon client est prêt à présenter un rapport financier complet prouvant que tous les actifs en question ont été acquis uniquement grâce à ses propres efforts, son travail, son esprit d'entreprise. L'épouse, Linda, pendant le mariage, n'a pas contribué à la création ou au développement de l'entreprise. Elle s'est exclusivement concentrée sur les tâches ménagères et la garde des enfants, ce qui, bien qu'important, ne lui donne pas le droit de réclamer les résultats du travail de son mari. Mon client est prêt à offrir une compensation raisonnable et à fournir un logement modeste à son ex-conjointe, mais rien de plus. Des mensonges éhontés, flagrants, cyniques qui m'ont coupé le souffle. J'ai serré les poings sous la table si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. N'a pas contribué. Il y a 25 ans, j'ai vendu les boucles d'oreilles en or que ma grand-mère m'avait données pour aider Daniel à démarrer sa première entreprise, un kiosque à cigarettes au coin de notre rue. J'ai emprunté de l'argent à mes parents, à ma sœur, pour qu'ils puissent acheter l'espace pour son premier magasin de quincaillerie. J'ai occupé 2 emplois, comptable de jour, tutrice en mathématiques de nuit, parce que nous étions toujours à court d'argent et qu'il avait besoin de réinvestir. J'ai fait sa comptabilité moi-même pendant les 5 premières années jusqu'à ce qu'il puisse se permettre d'engager une ménagère professionnelle. Bien sûr, je l'étais. Je lavais ses chemises, préparais ses repas, repassais ses costumes quand il a commencé à rencontrer des clients. Je me levais à 5 heures tous les matins pour lui préparer le petit déjeuner parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas fonctionner sans un repas chaud. Je rentrais du travail et j'allais directement au fourneau. Des soupes, du pain de viande, des tartes le week-end, des concombres et des tomates en conserve pour l'hiver. Je faisais de la confiture, des légumes marinés parce qu'il aimait tout ce qui était frais et fait maison. Et j'ai élevé James pratiquement seul parce que Daniel était toujours trop occupé. Réunions, voyages, partenaires, contrats. J'ai emmené notre fils à la garderie, puis à l'école, je l'ai aidé avec ses devoirs, je l'ai emmené au karaté, puis à des cours de codage, je me suis assise à son chevet quand il était malade, j'ai passé des nuits blanches quand il avait de la fièvre, je suis allé aux réunions parents-professeurs, j'ai géré tous les problèmes. Et Daniel, il rentrait à la maison fatigué, grincheux, s'asseyait devant la télé avec une bière et disait « Laissez-moi tranquille. Je suis épuisé. Je travaille pour vous deux. » Martha a posé une main chaude et rassurante sur mon épaule. Elle pouvait dire que j'étais au bord du gouffre. Juste à ce moment-là, la porte a grincé en s'ouvrant, et un homme d'âge moyen dans un manteau sombre est entré. Il tenait une grande enveloppe brune scellée à la cire rouge. Se déplaçant silencieusement le long du mur, essayant de ne pas attirer l'attention, il s'est approché du greffier, s'est penché et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Elle a hoché la tête, a pris l'enveloppe, s'est levée et l'a apportée au juge. Le juge a levé les yeux du procès-verbal qu'elle examinait. Elle a retourné l'enveloppe dans ses mains, a examiné le sceau, a froncé les sourcils. Puis elle l'a soigneusement ouverte avec un coupe-papier, a sorti plusieurs feuilles de papier épais de haute qualité, estampillées et signées à l'encre bleue, et a commencé à lire. J'ai vu son visage changer. D'abord la surprise, ses sourcils se sont légèrement levés, puis la confusion. Elle a tourné la page, puis une autre, et puis quelque chose comme de l'étonnement. Elle a même enlevé ses lunettes, les a essuyées avec un mouchoir, les a remises et a relu. La salle d'audience est tombée dans le silence. Même le greffier a arrêté de taper.
L'avocat de Daniel s'est tu au milieu d'une phrase, sentant quelque chose d'inhabituel. Le juge a lentement levé les yeux et m'a regardé droit dans les yeux. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, non pas l'indifférence lasse d'avant, mais un intérêt sincère, voire de la curiosité. « Madame Collins, a-t-elle dit clairement, êtes-vous au courant du contenu de ces documents ?» J'ai secoué la tête, surprise. Mon cœur a commencé à battre la chamade. « Non, votre honneur. Il y a 3 semaines, un notaire m'a appelé. Il a dit qu'un parent éloigné était décédé. Ma tante Elisabeth, la tante de ma mère. Nous ne nous étions rencontrés que quelques fois dans ma vie. La dernière fois, il y a peut-être 15 ans. Il a mentionné un héritage, m'a demandé de venir signer des papiers, mais j'ai pensé. J'ai hésité, sentant mes joues brûler. J'ai pensé que c'était quelque chose de petit. De vieux meubles, peut-être quelques livres ou un petit appartement quelque part en banlieue. Le notaire a dit que les documents seraient prêts pour aujourd'hui et qu'il les livrerait. Je vois. Le juge a hoché la tête. Elle a de nouveau regardé les papiers, puis s'est tournée vers Daniel et son avocat. Daniel a froncé les sourcils. Alina s'est penchée en avant, essayant d'apercevoir les papiers. Son avocat a ajusté ses lunettes, manifestement mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est ?» a claqué Daniel. « Quel héritage ?» Le juge lui a lancé un regard froid. « Monsieur Collins, vous recevrez toutes les informations nécessaires en temps voulu. » Elle est retournée à sa lecture, a tourné à la dernière page, s'y est attardée, lisant plus attentivement. Je pouvais voir ses lèvres bouger silencieusement alors qu'elle traçait les lignes. Le temps a semblé s'arrêter. Une sueur froide a coulé dans mon dos. Que pouvait-il y avoir? Tante Elisabeth pouvait-elle vraiment m'avoir laissé quelque chose d'important? Mais comment? Elle avait été professeure de langue toute sa vie, avait vécu seule dans un petit appartement, ne s'était jamais mariée, n'avait pas d'enfant. Bien que je me souvienne qu'elle avait passé ses dernières années quelque part à l'étranger, en Autriche ou en Allemagne, peut-être. Maman disait que tante Elisabeth avait quitté le pays grâce à un programme d'enseignement et avait fini par y rester. Mais quand même, qu'aurait-elle pu avoir? Le juge a finalement posé les papiers, a enlevé ses lunettes et les a posés sur la table. Elle m'a regardé, puis Daniel, puis de nouveau moi. Et pendant un bref instant, j'ai surpris quelque chose sur son visage, quelque chose comme une satisfaction tranquille. Subtile, presque invisible, mais je l'ai vue. Eh bien, a-t-elle dit doucement, et pourtant chaque mot a résonné dans la pièce. Je crois que ces documents changent la situation de manière assez significative. J'aurai besoin de quelques minutes pour examiner toutes les circonstances de l'affaire à la lumière de ces nouvelles informations. L'audience est suspendue pour 15 minutes. Elle s'est levée, a rassemblé les papiers et est entrée dans son bureau. Je suis resté assise, ne comprenant pas du tout ce qui se passait. Derrière moi, j'ai entendu la voix de James. « Maman, ça va ?» Je me suis retourné. Il se tenait à côté de moi, grand, inquiet, et tellement comme moi. Les mêmes yeux gris, la même mâchoire têtue. « Je ne sais pas, James, ai-je murmuré. Honnêtement, je ne sais pas, Daniel était déjà sorti en trombe dans le couloir, traînant son avocat avec lui. Je pouvais entendre leurs voix agitées, des disputes, des suppositions, des spéculations. Martha n'a rien dit. Elle a juste regardé pensivement la porte du juge. Ce qui s'est passé 15 minutes plus tard a tout chamboulé. Pendant que le juge examinait les papiers dans son bureau et que j'essayais de calmer mon cœur qui s'emballait, mon esprit a dérivé 27 ans en arrière. J'ai rencontré Daniel en 1997. J'avais 22 ans. Il en avait 25. C'était une chaude soirée d'août à Seattle, une de ces nuits où le soleil s'attardait à l'horizon. Je travaillais comme comptable dans un petit bureau et je louais une chambre à Capitol Hill avec mon ami Tammy. Ce soir-là, nous sommes sortis danser dans un club local. Il y avait de la musique live le week-end et des jeunes s'y rassemblaient pour traîner. Daniel est venu avec ses amis, grand, mince, avec des cheveux noirs bouclés et un sourire charmant. Il était habillé simplement, un jean, une chemise blanche, des baskets usées, mais il se déplaçait avec confiance, parlant fort, riant facilement. Il m'a remarqué presque tout de suite. Je me tenais près du mur dans ma plus belle robe, une robe bleue avec de petites fleurs que j'avais cousues moi-même à partir d'une vieille robe de maman. Mes cheveux étaient longs, tressés jusqu'à la taille. Il s'est approché de moi et m'a invité à danser. Nous avons dansé toute la soirée.
Puis il m'a raccompagné à la maison et nous nous sommes promenés dans la ville en parlant de tout et de rien. Il m'a parlé de ses rêves de créer sa propre entreprise, de gagner de l'argent, de construire une grande maison, d'acheter une voiture. À l'époque, tout le monde parlait comme ça. Tout le monde rêvait de succès, d'une vie meilleure juste au coin de la rue une fois que le pays se serait remis de la récession et que les opportunités apparaîtraient à nouveau. Je l'ai écouté et je l'ai cru. J'ai cru chaque mot. Nous avons commencé à sortir ensemble. Il venait me voir après le travail, apportant des fleurs, des astés bon marché du marché, mais pour moi, ils étaient plus beaux que des roses. Nous nous promenions dans la ville, prenions le ferry pour Bremerton, nous asseyions sur des bancs de parc, nous embrassions. Il me disait que j'étais la femme la plus belle, la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée, qu'il avait de la chance de m'avoir trouvée. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Pas de bague, pas de restaurant, pas de grands gestes. Un soir, dans ma petite cuisine, il a juste dit « Linda, marions-nous ». Et j'ai dit « Faisons-le ». Le mariage a été simple. Nous avons signé les papiers à la mairie, puis nous avons célébré dans l'appartement de ses parents, un petit endroit dans un immeuble en béton de Tacoma. Ses parents étaient des gens ordinaires, son père mécanicien dans une usine, sa mère infirmière dans une clinique. Ils ont mis la table avec de la nourriture faite maison, des salades, du poulet rôti, des pommes de terre, des amuse-gueules. Il y avait du vin, quelques toasts, quelques rires. C'était notre mariage. Personne n'avait beaucoup d'argent, mais nous nous en fichions. Nous étions heureux. Nous avons d'abord vécu avec ses parents, partageant une chambre. C'était à l'étroit et inconfortable, mais nous ne nous plaignons pas. J'ai continué à travailler comme comptable et Daniel a trouvé un emploi de contremaître dans une entreprise de construction. Le salaire était petit, mais il a promis que c'était temporaire, que les choses changeraient bientôt. 1 an plus tard, James est né. L'accouchement a été difficile. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital. Daniel venait tous les jours, se tenant sous la fenêtre et me faisant signe. Quand nous sommes sortis, il a porté notre fils dans ses bras si soigneusement, si tendrement. Je n'oublierai jamais. Il était heureux. Nous l'étions tous les deux. Mais une fois le bébé arrivé, les dépenses ont augmenté. Couches, les maternisés, vêtements, médicaments. Tout coûtait de l'argent. J'ai dû quitter mon travail et mon salaire a disparu. Nous vivions du modeste salaire de Daniel et de la petite allocation gouvernementale que je recevais. Nous économisions chaque centime. J'ai arrêté d'acheter de nouveaux vêtements, j'ai retouché et raccommodé les anciens. Je cuisinais les repas les plus simples, du porridge, des soupes, des pâtes. Nous n'avions de la viande que pendant les vacances. Daniel est devenu agité. Il en voulait plus vite, mieux. Il disait qu'il étouffait dans la pauvreté, qu'il devait faire quelque chose. Puis un jour, quand James avait 2 ans, il est rentré à la maison avec le feu dans les yeux et a annoncé « C'est tout. Je démissionne. Je vais travailler pour moi. » J'ai paniqué. « Que veux-tu dire par pour toi? Avec quel argent ?» Mais il avait déjà pris sa décision. Il avait trouvé une annonce, un petit kiosque à louer au coin de notre rue. Il voulait vendre des cigarettes, de la bière, des chips. Cela nécessitait un acompte de $10 000 plus le premier mois de loyer. Nous n'avions pas ce genre d'argent. Alors, j'ai vendu mes boucles d'oreilles, celles en or avec de minuscules grenats, le cadeau de ma grand-mère avant son décès. C'était mon seul vrai trésor, mon seul souvenir d'elle. Grand-mère avait dit, garde-les en sécurité, ma chérie, pour un jour de pluie. Ce jour de pluie était arrivé. Je les ai emmenés chez un prêteur sur gage et j'ai obtenu l'argent dont nous avions besoin. J'ai tout donné à Daniel. Il m'a serré dans ses bras, m'a embrassé, a juré qu'il me rembourserait au décuple, que dans 1 an nos vies seraient différentes. Le kiosque a fonctionné. Daniel s'y est jeté à corps perdu, travaillant de l'aube à la nuit, 7 jours sur 7. Il rentrait à la maison épuisé et s'endormait immédiatement. Je le voyais à peine, juste le matin quand il partait et tard le soir quand il revenait. James grandissait sans père. Je l'emmenais en promenade, le nourrissais, le mettais au lit, lui chantais des berceuses, lui lisais des histoires, toute seule. 1 an plus tard, le kiosque a commencé à faire des bénéfices. Petit mais régulier. Daniel était plein d'énergie, déterminé à s'étendre. Il a ouvert un 2e kiosque, puis un 3e. Il a embauché des vendeurs. L'argent a commencé à rentrer.
Nous avons finalement quitté la maison de ses parents et avons loué un appartement d'une chambre. Minuscule, mais à nous. C'était comme un rêve d'avoir notre propre espace, notre propre cuisine. Plus de partage de salle de bain. James a commencé la garderie. J'ai repris le travail de comptable, cette fois dans un bureau plus proche de la maison. Je travaillais à mi-temps, puis je me dépêchais d'aller chercher James. Le soir, je préparais le dîner, je nettoyais, je faisais la lessive, je repassais. Daniel rentrait tard, mangeait en silence, regardait la télé et allait se coucher. C'est ainsi que les années se sont écoulées. Les kiosques ont grandi, puis il les a vendus et a ouvert un petit magasin de quincaillerie. Il avait besoin d'argent pour le stock et les rénovations. J'ai demandé un prêt à mes parents. Ils nous ont donné leurs dernières économies, 50 000 $. Ma sœur Olivia nous a prêté 30 000 $ de plus. Tout est allé dans l'entreprise. Le magasin a décollé. Daniel a embauché du personnel, a commencé à voyager pour acheter des fournitures en gros. Les affaires se sont améliorées. Nous avons acheté notre première voiture, d'occasion, mais pour nous, c'était un rêve devenu réalité. Plus tard, nous avons économisé assez pour acheter un petit appartement dans un nouvel immeuble. Nous avons finalement quitté la location et avons commencé à en faire notre foyer. James est allé à l'école. Un enfant brillant et bien élevé. Je l'ai emmené au karaté. Il a dit qu'il voulait être fort et protéger sa mère. Plus tard, il s'est intéressé à l'informatique, alors je l'ai inscrit à un cours de codage. C'était cher, mais je m'en fichais. Je travaillais à 2 emplois. Comptable de jour, tutrice en mathématiques le soir. Chaque dollar allait à James, à l'appartement ou à l'entreprise de Daniel. Il n'arrêtait pas de s'étendre. Il a ouvert un 2e magasin, puis un 3e. Il a enregistré une société, a embauché un comptable. J'aidais toujours à la maison, m'occupant d'une partie de la paperasse, examinant les rapports, faisant des calculs, gratuitement, bien sûr. C'est une entreprise familiale, disait Daniel. Quelques années de plus ont passé. James avait environ 12 ans lorsque nous avons finalement acheté un appartement de 3 chambres dans un nouveau quartier, dans un bel immeuble, entièrement rénové. C'était une telle réussite. J'ai pleuré de joie lorsque nous avons emménagé. Notre propre maison, spacieuse, lumineuse. James avait sa propre chambre. Daniel et moi avions une chambre, une cuisine. Daniel a acheté une voiture chère, a commencé à mieux s'habiller, costume, chemise. Il allait à des réunions d'affaires, rencontrait de nouveaux partenaires. J'étais heureuse pour lui, pensant, enfin. Enfin, on a réussi. On peut vivre en paix maintenant. Mais quelque chose a commencé à changer. Daniel a commencé à travailler tard, à rentrer de plus en plus tard, parfois après minuit. Il disait que c'était le travail, des réunions, des négociations. Je l'ai cru. Je préparais le dîner, je l'attendais, je réchauffais la nourriture. Il mangeait en silence, répondant à mes questions par des réponses monosyllabiques. Puis il a commencé à s'irriter, me demandant pourquoi je l'interrogeais, si je ne lui faisais pas confiance, si je ne voyais pas à quel point il travaillait dur pour cette famille. J'ai arrêté de poser des questions. Il a d'abord commencé à changer extérieurement. Il s'est inscrit à une salle de sport, a perdu du poids, s'est remis en forme, a changé de coupe de cheveux pour quelque chose de tendance, a commencé à prendre soin de lui. Crème, lotion, eau de Cologne. J'ai pensé que c'était peut-être juste pour les affaires, pour son image. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Puis sont venus les voyages d'affaires. Au début, des cours, 2 ou 3 jours, puis des voyages d'1 semaine. New York, Los Angeles, Chicago. Je suis resté seul à la maison avec James, travaillant et m'occupant de la maison. Daniel appelait rarement, brièvement, précipitamment. Tout va bien, juste occupé, et il raccrochait. James a eu 16 ans. Il étudiait dur, se préparant pour les examens, déterminé à entrer à l'université de Washington pour étudier la programmation. Un gamin intelligent et concentré. J'étais fier de lui. Daniel semblait fier aussi, mais il se parlait à peine. Daniel était toujours occupé. James aussi, avec l'école, les ordinateurs, les amis. Et j'ai commencé à me sentir vide. Daniel me regardait comme si j'étais un meuble. Je ne l'intéressais plus. J'étais juste pratique. Je cuisinais, je nettoyais,
je faisais la lessive, je m'occupais de toutes les tâches ménagères. Mais en tant que femme, j'ai cessé d'exister. Il ne m'embrassait plus, ne me serrait plus dans ses bras. Même pas de simple conversation à cœur ouvert. Chaque fois que j'essayais d'aborder notre relation, il me repoussait. Je n'ai pas le temps pour tes bêtises sentimentales. Je gagne de l'argent. J'ai essayé de changer. J'ai teint mes cheveux, j'ai acheté une nouvelle robe, je me suis inscrite à une salle de sport, j'ai essayé d'avoir l'air mieux, plus jeune, mais il n'a pas remarqué. Il rentrait à la maison, marmonnait un salut et s'enfermait dans son bureau avec son ordinateur portable. Un soir, je suis entré avec une tasse de thé. Il était assis à son ordinateur, des écouteurs sur les oreilles, il ne m'a même pas entendu entrer. À l'écran se trouvait une fenêtre de chat dans une application de réseau social. J'ai aperçu un nom de femme, des émojis cœur, des visages souriants. J'ai posé la tasse bruyamment sur la table. Il a sursauté, a rapidement fermé la fenêtre et s'est retourné. « Que veux-tu » a-t-il claqué. « Je t'ai apporté du thé » ai-je dit doucement. « Merci. Tu peux partir. » J'ai quitté la pièce, je me suis assise dans la cuisine. Mes mains tremblaient. Qui était-elle? Les messages semblaient bien trop intimes, mais peut-être que je me trompais. Peut-être que je l'avais imaginé. J'ai essayé de lui parler le lendemain quand il était à la maison. J'ai demandé directement, « Dan, est-ce que ça va entre nous ?» Il a semblé surpris. Quel genre de question est-ce? J'ai juste l'impression que tu es devenu distant, que nous sommes devenus des étrangers. Il a soupiré, s'est frotté le visage. Linda, tu réfléchis trop. J'ai des problèmes de travail, des responsabilités. Je suis sous pression et tu viens me voir avec tes sentiments. Laisse-moi juste travailler en paix. Je me suis tu. Je me suis dit qu'il était peut-être juste stressé. Il avait besoin de soutien, pas de reproches. Mais en février, quand James a eu 17 ans, la chose que je redoutais est arrivée. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix d'une jeune femme, légèrement moqueuse. Est-ce Linda? La femme de Daniel? Oui, ai-je dit, le cœur battant. C'est Alina. Je travaille avec votre mari. Je voulais juste vous dire qu'on se voit depuis 6 mois maintenant. Il a promis de divorcer, mais il traîne les pieds. Alors, j'appelle moi-même. Il m'aime, pas vous. Laissez-le partir. Et elle a raccroché. Je suis resté au milieu de la cuisine, le téléphone à la main, incapable de respirer. Tout en moi s'est effondré. Une liaison. 6 mois. Une autre femme. Ce soir-là, Daniel est rentré comme si de rien n'était. Je l'ai rencontré dans le couloir et j'ai dit, Alena m'a appelé. Il s'est figé. Son visage est devenu pâle, puis rouge. Finalement, il a expiré et a dit, eh bien, tant mieux. Je suppose que c'est mieux, tu sais. Je ne voulais pas te le dire, mais puisque tu l'as découvert, oui. Je vois quelqu'un d'autre. Je l'aime. Je suis désolé, Linda, mais c'est arrivé. Je ne peux plus vivre avec toi. Tu es une bonne personne, mais nous nous sommes éloignés. J'ai changé. J'ai besoin de quelque chose de différent. Je veux divorcer. Juste comme ça. 26 ans ensemble et juste comme ça. Simplement, nonchalamment, comme si on parlait de la météo. J'ai demandé, et James? James est un adulte. Il s'en sortira. Je paierai une pension alimentaire. J'aiderai. Mais je ne peux plus vivre ici. Il a fait ses valises cette nuit-là même. Une valise, un sac de sport. Je me suis assise dans la cuisine, regardant par la fenêtre. James était chez un ami. Il n'a rien vu de tout ça. Daniel est sorti, a claqué la porte et n'est jamais revenu. Puis est venu le cauchemar. Une semaine plus tard, il a demandé le divorce, a exigé de garder toute l'entreprise et la majeure partie de l'appartement. Il a affirmé qu'il avait tout gagné lui-même. Il m'a offert un petit dédommagement et un appartement d'une chambre quelque part en périphérie. J'ai engagé une avocate, Martha Johnson. Je me suis battu bec et ongles pour prouver que j'avais investi de l'argent, travaillé, aidé à tout construire, mais il n'y avait aucune trace. J'avais vendu mes boucles d'oreilles sans aucun reçu. L'argent de mes parents avait été donné de manière informelle, comme une aide familiale.
Toute la paperasse de l'entreprise avait été faite sans moi. Daniel est devenu méchant. Il m'a traité de sansu, de parasite. Il a dit que j'avais vécu à ses crochets toute ma vie, qu'il m'avait entretenu, moi et notre fils, que je n'avais rien fait d'autre que cuisiner et nettoyer. James a pris mon parti, a refusé de parler à son père. Daniel a essayé de le soudoyer. Je t'achèterai une voiture, un appartement si tu me soutiens. James a dit non. Et maintenant, nous étions au tribunal. Daniel confiant de sa victoire. Moi, épuisé et vidé. Et puis ces étranges papiers du notaire. J'ai été ramené à la réalité. Le juge est sorti de son bureau. Son visage était impénétrable. Elle s'est assise, a arrangé les documents sur la table. La pièce est tombée dans le silence. Tout le monde, veuillez vous asseoir, a-t-elle dit fermement. Nous allons reprendre l'audience. Le juge s'est raclé la gorge, a mis ses lunettes et a pris les mêmes documents que l'étranger avait livrés. Je me suis assise les bras croisés, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. Que pouvait-il y avoir dans ces papiers qui les fait arrêter l'audience et les étudier si attentivement? Mais avant qu'elle ne commence à parler, je me suis soudainement souvenu de cet appel téléphonique, celui qui était arrivé 3 semaines plus tôt, celui que je n'avais pas pris au sérieux à l'époque. C'était fin octobre, un mardi, vers 18h. Je suis rentré du travail épuisé, j'ai enlevé mes chaussures, je suis allé à la cuisine pour faire bouillir de l'eau pour le thé. James était dans sa chambre, travaillant sur un projet universitaire. L'appartement était calme, vide. Sans Daniel, la maison semblait orpheline. Même quand il était parti avant, sa présence persistait d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, juste le vide. Le téléphone a sonné juste au moment où je sortais la soupe de la veille du réfrigérateur. Numéro inconnu, ai-je pensé. Super, un autre télévendeur ou une offre bancaire. Mais j'ai répondu quand même. Allô, ai-je dit d'un air las. Bonsoir. Est-ce Linda? Une voix d'homme, polie avec un léger accent européen. Mon nom est Édouard Baran. Je suis notaire à Vienne. J'appelle au nom de ma défunte cliente, Elisabeth Gray. Veuillez accepter mes condoléances. Votre tante est décédée le 10 octobre à l'âge de 83 ans. Je me suis affalé sur une chaise. Tante Elisabeth, la tante de ma mère, la sœur de ma grand-mère. Je me souvenais à peine d'elle, ne l'ayant rencontrée que quelques fois. La dernière fois, c'était quand j'avais environ 25 ans. Elle était venue à Seattle pour quelques jours. Nous nous étions rencontrés dans un café, avions parlé de tout et de rien. C'était une femme stricte et mince avec des cheveux gris en chignon, des lunettes perchées sur son nez. Une professeure d'allemand qui avait travaillé dans des écoles toute sa vie. Merci, ai-je dit automatiquement. Mais je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez. Nous nous parlions à peine. Je comprends, a-t-il dit doucement. La raison de mon appel est qu'Elisabeth a laissé un testament et que vous êtes sa seule héritière. J'ai cligné des yeux. Héritière. Moi? Ça doit être une erreur. N'avait-elle pas? Je ne sais pas, d'autres parents? Nous nous tenions à peine au courant. Pas d'erreur. Mademoiselle Gray a été très précise dans ses instructions. Il n'y a pas d'autres parents vivants du côté des Gray. Votre mère, sa nièce, est décédée il y a 5 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Alors l'héritage vous revient. Je me suis frotté le front, la tête bourdonnant de fatigue et de ce flot d'informations. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a laissé exactement? Un appartement? Le notaire a fait une brève pause, puis a dit, pas seulement ça. Il y a plusieurs propriétés, des titres et des comptes bancaires. Je ne peux pas discuter des détails par téléphone. C'est confidentiel. Nous devrons nous rencontrer en personne pour finaliser la paperasse. Ou je peux me déplacer jusqu'à vous si c'est plus pratique. Il faudra un certain temps pour préparer tous les documents, vérifier votre parenté et enregistrer la propriété. Plusieurs propriétés? Ai-je répété. Vous voulez dire plus d'un appartement? Oui. Comme je l'ai dit, je ne peux pas entrer dans les détails par téléphone. Pourriez-vous me dire quand il serait pratique de nous rencontrer? J'ai regardé le calendrier sur le réfrigérateur. L'audience de divorce était prévue dans 3 semaines. Travail, avocat, consultation sans fin. Ma tête tournait. Je traverse une période très difficile en ce moment,
ai-je admis. Je divorce. L'audience au tribunal est dans 3 semaines. Puis-je reporter cela jusqu'après? Bien sûr, vous pouvez, mais selon la loi, vous avez 6 mois pour accepter l'héritage. Je vous recommanderais de ne pas attendre trop longtemps. Une partie de la succession se trouve à l'étranger, et il y a des délais et des démarches bureaucratiques distincts là-bas. Plus tôt nous commencerons le processus, mieux ce sera. À l'étranger? Ai-je demandé, complètement décontenancé. Où? En Autriche. Elisabeth a passé les 20 dernières années de sa vie à Vienne. Elle y possédait un appartement et avait des comptes dans des banques locales. Mais encore une fois, nous pourrons passer en revue les détails lorsque nous nous rencontrerons en personne. J'ai fermé les yeux un instant. Trop d'informations. Trop compliqué. Ma tête me faisait mal. Très bien, ai-je expiré. Faisons-le. Ma date d'audience est dans 3 semaines, le 30 novembre. Vous pouvez venir à ce moment-là. Nous nous occuperons de tout ce qui est nécessaire. Je ne peux vraiment pas penser clairement en ce moment. 30 novembre, a-t-il répété en griffonnant quelque chose. Parfait. Je prendrai l'avion pour Seattle le 29 et j'apporterai tous les documents avec moi. Nous pourrons nous rencontrer à mon hôtel ou à tout autre endroit qui vous convient. Ou si vous préférez, je peux livrer les documents directement au tribunal afin que vous n'ayez pas à faire un autre voyage. Au tribunal? Pourquoi? Eh bien, au cas où il y aurait une division de biens en jeu. L'héritage n'est pas considéré comme un bien matrimonial, et c'est important de l'établir légalement. Le juge devrait en tenir compte pendant la procédure. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ce qu'il a dit. J'ai pensé, quel héritage cela pourrait-il bien être? Probablement juste un vieil appartement, peut-être quelques économies. À peine plus de 100 000 $. Une bouchée de pain comparée à ce que Daniel divisait. Son entreprise seule valait 2 ou 3 millions, plus notre appartement de 3 chambres valant environ 600 000 $, plus la maison du lac, les voitures. Très bien, ai-je convenu. Venez à ce moment-là. Voici mon adresse. Je l'ai dictée. Excellent. J'ai hâte de vous rencontrer et encore une fois, veuillez accepter mes condoléances. L'appel s'est terminé. Je suis resté assise dans la cuisine, fixant le téléphone. James est sorti de sa chambre et m'a regardé. Maman, tu as l'air pâle. Que s'est-il passé? Oh, ce n'est rien, ai-je dit d'un geste de la main. Un notaire a appelé. Il s'avère que tante Elisabeth est décédée. La tante de ma mère, tu ne l'as jamais rencontrée. Je suis désolé, a dit James. Sérieusement. C'était un si bon gamin. Toujours à l'écoute de mes sentiments. Pourquoi le notaire appelait-il? Elle m'a laissé un héritage. Un appartement, je suppose. Oh. James s'est redressé. C'est bien. Peut-être que tu pourras le vendre et avoir de l'argent. Peut-être, ai-je hoché la tête avec lassitude. Je verrai ça après l'audience. Je n'ai pas parlé à Daniel de cet appel. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 mois, seulement par l'intermédiaire d'avocats. Et d'ailleurs, à quoi bon? L'héritage était mon affaire personnelle, et honnêtement, je ne pensais pas que ce soit quelque chose de majeur. Les 3 semaines suivantes ont passé dans le chaos. Travail, réunion avec Martha, préparation de la paperasse, nuit blanche. L'avocat de Daniel n'arrêtait pas de nous bombarder de demandes, d'exigences et de réclamations. Je me sentais piégé, acculé. Martha a fait de son mieux, mais je pouvais le voir. Nos chances étaient minces. Tout était enregistré au nom de Daniel. L'entreprise et l'appartement, officiellement un bien commun, mais il a affirmé qu'il l'avait entièrement payé et a exigé une part plus importante. La maison du lac aussi. Je ne pouvais rien prouver. Comment le pourrais-je? Pas de reçu montrant que j'avais vendu mes boucles d'oreilles. Pas de prêt écrit de mes parents. Pas de paperasse prouvant que j'avais aidé à l'entreprise. La seule chose que je pouvais espérer était la moitié de l'appartement et un petit règlement. Pas de pension alimentaire. James avait 18 ans maintenant. Daniel jubilait. Je pouvais le dire au ton des messages de son avocat. Un soir, environ 5 jours avant la date du tribunal, mon ancienne amie Tammy est venue. Nous louions un appartement ensemble à l'époque. C'était une femme grassouillette et gentille qui travaillait comme administratrice d'école.
Nous nous sommes assises dans la cuisine, buvant du thé et mangeant des biscuits. Linda, tu tiens le coup, a-t-elle demandé, l'inquiétude dans les yeux. Je gère, ai-je hoché la tête. Bien qu'en vérité, je tenais à peine le coup. Ce crétin. Tammy a secoué la tête. Vous avez été ensemble 26 ans. Tu lui as donné toute ta vie et maintenant ça. Je me souviens de tout l'argent que tu lui as donné. Comment tu l'as aidé à se relever? Sans toi, il vendrait encore des cigarettes dans ce kiosque. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est James. Je ne veux juste pas qu'il souffre. James est un super gamin. Il a bien fait de te soutenir. Laisse son père vivre avec cette pouffe. Je l'ai vu une fois, je l'ai croisé au centre commercial, le nez en l'air, se pavanant dans son manteau de fourrure et ses talons, et ses yeux vides, juste une idiote maquillée. J'ai souri faiblement. Tammy savait toujours comment me faire sentir mieux. Oh, et le notaire a appelé, me suis-je souvenu. Il y a environ 3 semaines. Quelque chose à propos d'un héritage de tante Elisabeth. Il sera là le 30 pour tout finaliser. Un héritage? Tammy s'est redressée. C'est super. Peut-être que c'est quelque chose de précieux. J'en doute, ai-je dit d'un geste de la main. Tante Elisabeth a été enseignante toute sa vie. Probablement juste un appartement ou quelque chose comme ça. Bien qu'il ait mentionné Vienne, ce qui est étrange. Mais honnêtement, je ne veux même pas y penser. J'ai déjà eu assez de problèmes. Linda, a dit Tammy en me prenant la main. Tu portes trop de choses sur tes épaules. Tu as besoin d'une pause. Que dirais-tu d'un film ce week-end? Après l'audience, ai-je promis. Après le tribunal, tout se calmera d'une manière ou d'une autre. Le vendredi 29 novembre, j'ai reçu un appel du notaire Baran. Il a dit qu'il était arrivé à Seattle, qu'il séjournait dans un hôtel du centre-ville et qu'il viendrait au tribunal le matin avec tous les documents. J'ai accepté sans même réfléchir. Mon esprit était trop absorbé par le procès. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je me suis retourné dans mon lit, fixant le plafond, me demandant ce qui se passerait demain. Que deviendrais-je? J'avais 49 ans. La moitié de ma vie était passée. Mon mari était parti. Mon fils commencerait bientôt sa propre vie. Que me resterait-il? Le lendemain matin, 30 novembre, je me suis levé tôt. J'ai mis mon strict tailleur gris foncé, celui que je portais habituellement au travail. Pas de maquillage, juste un peu de poudre pour cacher les cernes sous mes yeux. J'ai tiré mes cheveux en arrière en un simple chignon. Je me suis regardé dans le miroir. Une femme d'âge moyen fatiguée me regardait, des yeux tristes, les épaules affaissées. Où était cette fille à la longue tresse qui dansait autrefois dans un club il y a 27 ans? James est sorti de sa chambre, déjà habillé. Il a insisté pour venir avec moi pour me soutenir. Maman, ça va aller, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. D'une manière ou d'une autre, tout s'arrangera. Nous avons quitté la maison. Il faisait froid et venteux dehors, novembre à Seattle. Humide, gris, hostile. Nous avons pris le bus, sommes descendus près du palais de justice et avons marché le reste du chemin. Martha nous attendait à l'entrée. Elle avait l'air mal à l'aise. Bonjour, Linda, a-t-elle dit. J'ai examiné les documents concernant votre héritage. Le notaire m'a appelé hier et m'a envoyé des copies. Avez-vous une idée de ce qu'il y a dedans? Non, ai-je admis. Je n'ai pas vraiment demandé. Il a dit quelque chose à propos d'un appartement. Martha m'a lancé un regard étrange. Linda, ce n'est pas juste un appartement. C'est. Elle a hésité, choisissant ses mots. Eh bien, vous l'entendrez vous-même dans un instant. Le notaire est déjà à l'intérieur, attendant dans le couloir. Allons-y, nous sommes entrés dans le bâtiment. Dans le couloir, devant notre salle d'audience, se tenait un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un manteau gris et d'une écharpe. Soigné, bien entretenu, avec des cheveux argentés et des yeux intelligents derrière des lunettes. Il nous a vus et s'est approché. Linda, a-t-il dit en me tendant la main. Édouard Baran. Ravi de vous rencontrer enfin en personne. De même, ai-je répondu en lui serrant la main. J'ai apporté tous les documents, scellés et notariés. Je les remettrai directement au juge si vous n'y voyez pas d'inconvénient. C'est la procédure légale appropriée.
Je n'y vois pas d'inconvénient, ai-je dit. Il a sorti une grande enveloppe brune de sa mallette, la même qui serait plus tard apportée dans la salle d'audience. Dites-moi, je n'ai pas pu résister à la question, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans? De quel genre d'héritage parlons-nous? Édouard m'a regardé fixement. Votre tante Elisabeth était une femme extraordinaire. Elle a enseigné l'allemand toute sa vie, mais elle a déménagé à Vienne il y a 20 ans. Là, elle a travaillé comme traductrice pour une grande maison d'édition. Elle gagnait bien sa vie, économisait soigneusement, investissait judicieusement, a acheté un appartement dans le centre de Vienne. De plus, elle a hérité d'une part dans une entreprise familiale de parents autrichiens éloignés. Sa grand-mère venait d'une famille viennoise. C'est une petite mais rentable maison d'édition. Elle avait aussi des titres et des comptes bancaires en Autriche et en Suisse. Elle vous a tout laissé. La valeur totale de la succession est d'environ 3 millions d'euros, peut-être un peu plus. Je n'ai pas compris. Je n'ai tout simplement pas traité les mots. Combien, ai-je demandé faiblement. 3 millions d'euros. C'est environ. Il a calculé rapidement dans sa tête, 3,5 millions de dollars au taux actuel. Ma tête a commencé à tourner. Je me suis agrippé au mur pour me soutenir. Maman. James m'a attrapé par le bras. Ça va? Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Il doit y avoir une erreur. Ça ne peut pas être vrai. Il n'y a pas d'erreur, a dit doucement le notaire. Tout a été vérifié et notarié. Votre tante a transféré tous ses actifs à votre nom il y a 2 ans. Elle voulait s'assurer que vous seriez la seule à les recevoir. Martha est restée silencieuse, me regardant simplement avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. À ce moment-là, la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Le greffier a passé la tête. L'affaire Collins est maintenant entendue. Veuillez entrer. Nous sommes entrés. Daniel était déjà assis avec son avocat. Alina était assise à côté de lui. Il m'a regardé avec son mépris habituel. L'audience a commencé, puis est venue son explosion. Prends ton morveux et fous le camp. Et puis l'arrivée de l'enveloppe. Et ce regard sur le visage du juge, celui qui avait tout changé. Et maintenant, elle était sur le point de révéler ce qu'il y avait dans ces documents. Le juge a lentement disposé les papiers devant elle. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais sentir mon cœur battre quelque part dans ma gorge, mes paumes moites de sueur. À côté de moi, Martha était assise droite, tendue. Derrière moi, je pouvais entendre la respiration lourde de James. Daniel s'est penché en arrière, les bras croisés, son expression légèrement irritée comme s'il pensait, « C'est quoi ce cirque? Pourquoi ce retard? Finissons-en. » Son avocat lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, mais Daniel l'a repoussé d'un geste de la main. Alina était assise, raide, tendue comme un fil. Elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Le juge a finalement levé les yeux, d'abord sur moi, puis sur Daniel. Il y avait quelque chose comme de la satisfaction sur son visage, calme, professionnel, mais indubitable, comme si elle attendait depuis des années une chance de remettre les choses en ordre. Eh bien, a-t-elle commencé d'un ton égal. Au cours de cette audience, des documents notariés de M. Édouard Baran concernant un héritage reçu par Mme Linda Collins m'ont été présentés. Ces documents sont officiels, dûment certifiés, traduits en anglais par un traducteur assermenté et apostillés conformément aux normes internationales. Elle a fait une pause. Madame Collins, veuillez confirmer pour le procès-verbal que vous êtes la seule nièce et héritière de la défunte Elisabeth Gray. Oui, je confirme, ai-je réussi à dire. Très bien. Selon le testament exécuté il y a 2 ans à Vienne, en Autriche, et notarié là-bas, Elisabeth Gray vous a légué tous ses biens. Le juge a pris l'une des feuilles et l'a parcourue brièvement. Je vais énumérer les principaux actifs inclus dans l'héritage. Elle a commencé à lire lentement, en articulant clairement chaque mot. Un appartement de 92 mètres carrés dans le quartier central de Vienne, situé au Kohlmarkt numéro 17. Selon une expertise indépendante, la valeur marchande de cette propriété est de 1 200 000 euros. J'ai entendu Daniel bouger brusquement sur son siège. Son avocat s'est figé, fixant le juge. La bouche d'Alena s'est ouverte. Ensuite, a poursuivi calmement le juge, une participation de 40% dans la maison d'édition Gray & Partners, enregistrée en Autriche. Selon le dernier rapport financier de l'entreprise,
la valeur de cette part est de 800 000 euros. Le greffier a arrêté de taper. Elle a levé la tête, fixant le juge avec incrédulité. De plus, a poursuivi le juge en tournant une page, des comptes bancaires dans une banque autrichienne totalisant 500 000 euros, un compte d'épargne dans une banque suisse contenant 300 000 euros, et un portefeuille de titres comprenant des actions de sociétés autrichiennes et allemandes évaluées à environ 250 000 euros. Elle a levé les yeux des papiers. Au total, la valeur combinée de la succession s'élève à 3 050 000 euros. Cela équivaut, elle a tapé quelques chiffres sur une calculatrice, à environ 3,5 millions de dollars américains au taux de change actuel. La salle d'audience s'est figée. Un silence absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Je suis restée assise, immobile. 3,5 millions de dollars. Ça ne pouvait pas être réel. Des choses comme ça n'arrivaient pas. Pas dans la vraie vie. Pas à une comptable ordinaire de Seattle. Daniel est devenu pâle. Le rouge a quitté son visage jusqu'à ce qu'il soit cendré, presque blanc. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Il a regardé le juge, puis moi, puis de nouveau le juge. Ses yeux étaient remplis d'une confusion totale. L'avocat de Daniel a enlevé ses lunettes, les a essuyées avec une main tremblante et les a remises. Sa bouche a bougé silencieusement comme s'il voulait parler, mais ne pouvait pas trouver sa voix. Alina était blanche comme un linge. Son maquillage impeccable ressemblait maintenant à un masque. Ses cils maquillés battaient rapidement. « Maman » ai-je entendu James chuchoter derrière moi, stupéfait. « Maman, est-ce que c'est réel ?» Je me suis tourné vers lui. Il me regardait avec de grands yeux étonnés, pleins de joie et d'incrédulité. « Je ne sais pas » ai-je chuchoté en retour. « Je ne le comprends pas moi-même. » Le juge s'est raclé la gorge, attirant l'attention de tout le monde. Il est important de noter un détail juridique. En vertu des lois sur la propriété matrimoniale de l'État de Washington, tous les actifs reçus par un conjoint en cadeau, par héritage ou par d'autres moyens gratuits sont considérés comme la propriété distincte de ce conjoint. Elle a regardé directement Daniel. Cela signifie que bien que l'héritage ait été reçu après que la relation matrimoniale ait effectivement pris fin, il tombe toujours légalement dans la période du mariage. Cependant, il n'est pas soumis à la division et reste la propriété exclusive de Madame Collins. Monsieur Collins n'a aucune réclamation à ce sujet. Aucune. Le dernier mot qu'elle a prononcé avec une ferme emphase. Le silence a duré encore 10 secondes. Puis, tout à coup, la pièce a éclaté. Daniel s'est levé si vite que sa chaise s'est renversée en arrière avec un grand bruit. « Quoi » a-t-il crié. « Quoi ? Des millions ? C'est insensé. C'est un coup monté. Elle a tout planifié. » Monsieur Collins, asseyez-vous, a claqué sèchement le juge. Mais Daniel n'écoutait pas. Il s'est avancé vers ma table, son visage tordu de colère et de quelque chose d'autre. La peur ? Le désespoir ? Linda, a-t-il dit, son ton soudainement sirupeux, suppliant. Linda, ma chérie, allez. Tu me connais. On a passé toute notre vie ensemble. J'ai toujours dit à quel point tu es intelligente, à quel point je t'apprécie. Tu te souviens de nos débuts ? C'est à nous. À nous ? Je n'ai pas reconnu ma propre voix. Elle est sortie forte, claire, pleine d'une fureur que je ne savais pas que j'avais. Je me suis levé et je l'ai regardé droit dans les yeux. À nous ? Il y a 10 minutes, tu m'as crié de prendre mon morveux et de foutre le camp. Tu m'as traité de poule. Tu as dit que je n'avais rien fait, que tu avais tout construit, que j'avais vécu à tes crochets toutes ces années. Ma voix s'est brisée en un cri. Toutes les années d'humiliation, de douleur, de solitude sont sorties. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Daniel a agité les mains sauvagement. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. Tu sais, je t'ai toujours aimé. C'est une erreur. Je peux arranger ça. On n'a pas besoin de divorcer. Rentrons à la maison. Recommençons. Asseyez-vous immédiatement. A tonné le juge, sa voix résonnant dans la salle d'audience comme un coup de feu. Ou je vous ferai expulser et je rendrai le jugement sans votre présence. L'avocat de Daniel a sauté sur ses pieds, a attrapé le bras de son client et l'a ramené vers son siège. Daniel a résisté, mais l'avocat a été ferme. Finalement, il s'est assis, le visage rouge, respirant lourdement,
les yeux passant de moi au juge. Votre honneur, a commencé l'avocat, essayant de se ressaisir. Veuillez comprendre que mon client est en état de choc. Cependant, il s'est raclé la gorge, je voudrais clarifier la position juridique. Ai-je raison de dire que cet héritage n'est pas soumis à la division? Absolument correct, a confirmé le juge. De plus, étant donné les circonstances, les dépositions des témoins et les preuves présentées, je trouve nécessaire de revoir la division des biens acquis conjointement par le couple. L'avocat est devenu pâle. C'est-à-dire, a dit le juge en prenant un autre dossier, que le tribunal a déterminé que Madame Collins a apporté des contributions substantielles à la création de l'entreprise de son mari. Elle a fourni les fonds initiaux, géré la comptabilité et occupé 2 emplois pour subvenir aux besoins de la famille pendant les premières années de l'entreprise. Bien qu'il y ait peu de documentation directe, des preuves circonstancielles, des témoignages et la durée du mariage indiquent tous que ces biens ont bien été acquis conjointement. Elle a fait une pause, fixant Daniel d'un regard froid. De plus, la conduite de M. Collins dans cette salle d'audience, ses remarques offensantes envers sa femme, son comportement dédaigneux, tout cela est pris en compte dans la décision du tribunal. Le tribunal ordonne la division suivante des biens matrimoniaux. Elle a commencé à lire le verdict. L'appartement devait être partagé à parts égales, mais comme le fils restait avec la mère, une plus grande partie m'a été attribuée. L'entreprise, moitié à chacun. La maison du lac, partagée à parts égales. La voiture resterait avec lui, mais il devait payer une compensation financière. Daniel était assis comme s'il avait été frappé par la foudre. Son monde s'effondrait sous ses yeux. Ce matin-là encore, il était certain qu'il prendrait tout, me laisserait sans rien, commencerait une nouvelle vie avec sa jeune maîtresse, vivrait la belle vie. Et maintenant il perdait la moitié de tout, et la femme qu'il avait jetée était devenue 10 fois plus riche qu'il ne le serait jamais. Ce n'est pas juste, a-t-il de nouveau crié. Mais maintenant, sa voix portait plus de désespoir que de colère. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai construit cette entreprise. J'ai tout donné, mon temps, ma santé, et elle obtient juste des millions qui lui sont donnés. Ce n'est pas juste. L'héritage de Madame Collins n'est pas pertinent pour la division de vos biens communs, a dit sèchement le juge. Il n'est pas pris en considération dans cette affaire. Le tribunal ne divise que ce qui a été acquis pendant le mariage. Et selon la loi, votre femme a droit à la moitié. En fait, compte tenu de ses contributions et de votre conduite, j'aurais pu lui accorder plus. Mais, balbutia Daniel, incapable de trouver ses mots. Son avocat a posé une main sur son épaule et a dit doucement, « Monsieur Collins, s'il vous plaît, calmez-vous. La décision du tribunal peut être portée en appel devant une instance supérieure. Pour l'instant, il est important de ne pas aggraver les choses. » Mais Daniel n'a pas écouté. Il s'est tourné vers moi et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de pitoyable, presque suppliant. « Linda, s'il te plaît, parlons juste en tant que personne. D'accord ? On a été ensemble pendant tant d'années. On a un fils. On est une famille. J'ai fait une erreur. Oui, je l'admets. Mais on peut arranger ça. Je reviendrai. Je la quitterai. » Il a pointé un doigt vers Elena sans même la regarder. « Je n'ai pas besoin d'elle. J'ai besoin de toi. Ça a toujours été toi. » Alina a haleté. Son visage s'est tordu de fureur. Elle s'est levée d'un bond, a attrapé son sac à main, s'est retournée brusquement et s'est dirigée vers la sortie. À la porte, elle s'est arrêtée, a lancé un regard haineux et dégoûté à Daniel. « Tu es pathétique, a-t-elle craché. Un menteur pathétique. J'ai perdu 1 an de ma vie avec toi, et toi. » Elle n'a pas terminé. Elle a juste craché dans sa direction et est sortie en trombe. La porte a claqué derrière elle. Daniel n'a même pas regardé en arrière. Ses yeux étaient fixés sur moi, ses mains tendues presque désespérément. « Linda, s'il te plaît. » J'ai regardé Daniel et je n'ai rien ressenti. Pas de pitié, pas de colère, pas de triomphe, juste du vide. Cet homme avait autrefois été tout pour moi.